Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie au chapitrage dans la barre YouTube. Pareil, en description, il y a tout le listing de tous les titres. Donc j'y suis en description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe. Avant de commencer, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager. Ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de grandir doucement mais sûrement. Et sur ce, on commence maintenant. J'en avais parlé la semaine dernière et pendant les 3 prochaines semaines, on va parler des œuvres de Hideshi Ino. Et vu la couverture, on est dans l'ambiance. Octobre, la Toussaint, Halloween, Call of the Night. Voilà, je fais une petite pub pour ça. Donc Hideshi Ino, donc je vais parler de ces 3 titres qui sont disponibles aux éditions Imacho. C'est un auteur que je ne connaissais pas du tout. Alors je sais qu'il a fait des mangas d'horreur, mais j'étais jamais rentré dans son univers graphique qui est très particulier, qui est aussi entre le très morbide et le chibi. C'est que le personnage est tout en rondeur, limite un petit peu mignon. Alors il y a un petit côté mignon comme Kitaro, quoi. Il est mignon mais un petit peu effrayant. Et dans un univers qui est très dérangeant, malsain. On n'est pas forcément dans l'horreur hyper graphique, mais en fait il y a pas mal de situations qui sont... euh, très dérangeante en fait, voilà. Genre typiquement, dès le début, il pose un petit peu les bails sur sa famille, la maison, où il dit: «Oui, mon père il élève des vers et après les vers il les donne à nourrir à des coqs», enfin des poules plutôt, et les poules après il les décapite. Il y a un délire où sa grand-mère, elle se prend pour une poule pondeuse et donc elle récupère des œufs et dit: «Ah, je les ai pondus, je les ai pondus». Il y a sa mère qui récupère des œufs pour les casser et les foutre sur son grand-père, il a une pustule, il amasse sa pustule, et sa petite sœur ou héros, sa grande sœur, je sais plus, elle se fait, voilà, on va dire, elle se fait plaisir avec les vers. C'est très spécial, graphiquement, il y a des scènes qui sont très visuelles et très intéressantes quand même. C'est un auteur que je ne connaissais pas et bah, je suis très content de découvrir avec mes lectures. Comme je l'avais dit, je les avais achetés pendant Angoulême de cette année, donc ça date un petit peu qu'ils sont dans ma palle. Et bah, pour l'instant, première découverte de l'univers de Hideshi No, j'aime beaucoup. La semaine prochaine, on va parler de l'enfant insecte ou de l'autre titre, je ne sais plus c'est quoi. En tout cas, on va parler pendant 3 semaines et bah, je reparlerai quand ça arrivera parce que je crois qu'en 2023, Imacho a annoncé 3 nouveaux titres et ça, je suis très curieux. En tout cas, Serpent Rouge, très bonne surprise. Si vous connaissez pas, allez lire. On parle maintenant de Shaman King 0 tome 1 et tome 2. J'ai pris les 2 tomes du préquel de Shaman King. Alors, c'est à la fois un préquel de Shaman King et aussi de Shaman King Superstar parce que ça tease pas mal certains personnages, certaines situations, et on sent que voilà, Shaman King Superstar était déjà dans les tuyaux. En plus, à la fin, je crois qu'il en parle du fait que bientôt il y aura la suite, il y aura Shaman King Superstar. Donc, Shaman King 0, c'est le préquel de Shaman King, et donc, bah, en fait, on va revenir sur différents personnages. Il y a un chapitre sur l'enfance de Yo, sur la jeunesse de Taoren, sur Oro, pas sur Chocolove, hein, parce que l'auteur est raciste. Il y a même un chapitre sur Ao et la formation de son groupe. C'est sympathique, ça reste pas une lecture indispensable, contrairement à Superstar et Flowers qui sont eux vraiment une suite, et donc enfin, sont aussi indispensables par rapport à Shaman King, mais voilà, si on veut la suite de Shaman King, c'est indispensable de lire les deux. Là où Zero, pour l'instant, n'apporte pas grand-chose à Superstar. Alors peut-être que par la suite, il y a des personnages, des choses qui sont introduits dans Zero qui vont servir à Superstar. Typiquement, il y a un flashback sur le grand méchant et son fantôme. Peut-être que ça va servir Superstar, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais ça reste sympathique, ça permet un petit peu de prolonger l'aventure chez King parce que bah, Superstar, on est à jour avec le Japon. Il n'y a pas de nouveau tome prévu pour l'instant. Donc le tome 6 va se faire attendre pendant très très longtemps. Mais en tout cas, voilà, je suis très content quand même que Kana poursuive l'aventure de Hiroyuki Takei, l'auteur de Shaman King, et de ses œuvres. Il y a encore pas mal de petites histoires à droite à gauche sur lesquelles il n'a pas forcément travaillé. Et j'aimerais bien secrètement, même si j'ai certains des titres, qui rééditent d'autres œuvres de l'auteur. Typiquement, il y a le manga sur le BTP. Même si j'ai les 2 tomes, je crois qu'il y a il y a une suite, j'aimerais bien la lire. Typiquement, le manga sur la fille Bouddha, là je sais plus comment s'appelle le titre. Et typiquement, Ultimo, même si j'ai les Ultimo, voilà, juste pour faire découvrir un peu plus l'univers étendu de l'auteur. En tout cas, Shaman King 0, si vous êtes fan de Shaman King, je pense que vous l'avez pris et que vous avez kiffé.
Maintenant, on parle de Ranking of King, tome 4. Toujours aussi bien, toujours aussi étrange, on va dire, le dessin. On s'y fait, clairement, à force. Je trouve que quand même, il y a une montée en puissance. L'auteur, même si, bon, tout ce qui est créature, des fois, ça fait quand même... même si, on va dire, avec le trait, ça rend les choses encore plus effrayantes. C'est vrai que le fait qu'il soit pas hyper détaillé, et que j'ai quand même en souvenir encore l'animé, ça aide pas forcément. Donc là, on est vraiment sur un tome... pas vraiment entraînement, mais on va dire on découvre un petit peu, on va dire, toutes les conséquences de l'entraînement de Bojji, donc tout son talent sur la vitesse et la précision, qui va lui servir par la suite. J'ai kiffé le passage où bah, on force Deida à boire la fameuse mixture qui avait été annoncée dans le tome 3, et que il se réveille, et qu'en fait il se réveille pas en tant que Deida, mais qu'en tant que roi boss, et qu'il dit « Ah, j'ai encore sacrifié un fils », et... Alors je sais qu'est-ce qu'il voulait dire par là, et c'est vrai qu'à l'époque j'avais imaginez tellement de théories sur le fait que, putain, si ça se trouve, le roi boss, ça fait genre 5000 ans qu'il se réincarne de fils en fils. Bon, c'est pas vraiment ça, c'est encore autre chose, vous allez voir. Mais en tout cas, Ranking of King, toujours aussi bien. Bon, je prends quand même mon mal en patience en attendant qu'on arrive à l'après-animé. Parce que ça, je vois les couvertures arriver au Japon et je me dis putain, vivement qu'on s'en approche. Heureusement que Kiyun garde un rythme de un tome tous les 2 mois, parce que s'il faisait un tome, 4 tomes ou 3 tomes par an, on se sortirait pas. Hein. Imagine, on se dirait dans 3-4 ans, on aurait rattrapé l'animé. Horrible. Maintenant, c'est l'heure de Primal God in Ancient Time, aux éditions Vega Dupuis. Je veux dire, je suis pas déçu, mais le tome 2 était un sacré niveau, et je trouve que le tome 3 est en dessous, ce qui fait que, bah... il paraît un peu moins bien, surtout que la couverture, je m'attendais à on avait beaucoup de choses autour de ce personnage-là, et finalement pas du tout. Ça reste un tome sympathique. Et après, il souffre un petit peu du fait que ça soit 5 chapitres, 5 histoires, là où dans le tome précédent, l'histoire était un peu plus longue, ce qui fait qu'on avait le temps d'approfondir les dieux, les personnages. Alors, même si, on va dire, la relation entre l'héroïne et donc l'autre disciple, tu sens qu'ils s'aiment bien, mais que, voilà, on a 12 ans, les filles c'est moche, les filles c'est bête, et je vais pas le dire. Mais voilà, quand il dit ouais, telle créature a pris l'apparence d'être le plus cher. Mais donc, ça a pris mon apparence. Le titre des tours, il fait non, mais je pensais juste à toi parce que j'avais voulu te protéger. Ouais, on sait que t'es à fond sur elle. Ça va mettre 50 tomes avant de se déclarer, mais ça reste quand même sympa. J'aime beaucoup, il y a un passage où il y a un dieu qui parle de lui la première personne. Ou la première personne, vous voyez, où au lieu de dire nom de Dieu, il dit nom de moi. Et je trouve ça très drôle. À chaque fois qu'il doit dire Dieu, il parle de lui en fait. Il dit tonnerre, au lieu de dire tonnerre de Zeus, il dit tonnerre de moi. Je trouve ça très très drôle, vraiment cool. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, moins emballé que les 2 premiers tomes qui étaient vraiment très très cool. Est-ce que c'est déjà la recette de l'auteur qui déjà perd un petit peu? On verra avec le prochain tome. En tout cas, c'est vrai que là, ce tome 3, il m'a moins emballé que le second. Maintenant, c'est l'heure de Shadow House, tome 9. Et putain que cette ouverture te spoil quasiment tout le tome. C'est un gros tome révélation et en même temps flashback. C'est que, on va dire, les 5 poupées humaines, marionnettes humaines, donc principales, donc les 4 qu'on voit là plus Emilico, se réunissent et en fait, bah, ils ont enfin compris, on leur explique un petit peu, ils comprennent un petit peu que à la base, ils sont humains et qu'ils ont été on leur a lavé le cerveau pour qu'ils deviennent des marionnettes humaines. Et donc, ils se souviennent qu'ils étaient potes dans leur ancienne vie, quand ils vivaient dans le village d'à côté, et que bah, donc leurs prénoms, ils viennent de ça, leurs personnalités viennent de là, et tout ça, donc, et que ça s'est un petit peu transfusé sur les ombres, et ils disent, mais on se souvient pas d'Emilico. Et donc, flashback là-dessus, et on découvre que Emilico ne venait pas du village, c'était juste une Romanichelle, enfin, c'était une fille du cirque, et c'était une trapéziste, donc en fait ça explique un petit peu son côté un petit peu extraverti, des fois qui fait un peu des cabrioles, qui fait des péripéties, parce qu'en fait ça vient de son ancienne vie où elle était trapéziste, elle faisait des acrobaties, elle a son petit côté un petit peu singe aussi, hein, vu ce petit côté voilà, enfin équilibriste, je jongle, etc. Et franchement la moitié du tome sur le flashback, même s'il se passe pas des trucs de fou, j'ai pris des claques. Tu découvres, tu comprends maintenant pourquoi machin il est comme ça, la rivalité des 2 personnages, pourquoi machin elle est comme ci, machin elle est comme ça, d'où vient le prénom de Kate. Voilà, j'ai trouvé ça super cool. Et la fin, si on nous dit que Kate, c'est plus ou moins la descendante d'une famille qui régnait avant, donc ça va partir en gros bail dynastique. J'ai hâte de lire ça. En tout cas, les prochains tomes vont être très très bons. Maintenant, il est temps de parler de Hippo saison 6, tome 16, soit le tome 125. Alors,
On fait des caisses sur One Piece, c'est le tome 101, 102, 103, sur le coffret du tome 100 de Conan. Hippo, 125 tomes quand même, hein, c'est... voilà. Bon, je vais arrêter de faire le mariole avec 125 tomes de Hippo. Toujours aussi bien, alors là on est sur un tome quasiment consacré à Mashiba Ryo, qui va défendre son titre au PBF face au numéro 1 japonais, donc le tenant du titre poids léger, ou poids super plume, je sais plus, poids léger japonais, combat de fou, alors en plus le mec a copié les techniques, on va dire un petit peu le système de combat de plusieurs adversaires du passé de Ryo, dont Hippo, dont Kimura et je sais plus comment il s'appelle le mec qui avait affronté Hippo dans la saison 3 ou 4 de l'animé. Et donc ça énerve Mashiba, qu'on essaie de pousser à bout pour qu'il fasse des fautes et donc qu'il perde sa licence. Finalement il se reprend, il gagne. Le match est vraiment très très cool. Et on a Hippo qui prend conscience que il a trop dépendu pendant très longtemps du thème Serol, et que maintenant il va se remettre à la boxe plus classique. Le jab, les uppercuts, parce que c'est vrai que par moments on se dit mais pourquoi il fait ça alors qu'il peut faire le Jaguar Shot ou le Gazelle Punch. Il a plein de techniques et il s'est concentré pendant 10 matchs sur le Dempsey Roll, ce qui était un petit peu dommage, j'ai l'impression qu'il était borné sur ça, et là il prend conscience de ça, et peut-être qu'il va revenir avec autre chose que le Dempsey Roll, et ça serait vraiment super cool. En tout cas, Hippo, c'est toujours aussi bien. Maintenant, c'est la petite vague de manga de Pika Édition. On commence avec Blue Lock, tome 10. Alors, l'animé est actuellement disponible en ce moment sur Crunchyroll. Et alors, avant de commencer, j'ai vu beaucoup de gens débattre sur le fait que est-ce que Awashi ou Blue Lock c'est mieux, Blue Lock c'est mieux qu'Awashi, Awashi c'est mieux que Blue Lock. J'ai vu des gens dire des arguments de merde comme quoi, oui, mais tu remplaces ça par autre chose, ça marche toujours. Les deux mangas, tu remplaces le foot par autre chose, ça fonctionne tout autant. Donc cet argument n'a aucun sens. Et en plus, je crois que j'avais fait une vidéo, enfin, quand j'ai fait ma vidéo sur Blue Lock et Awashi, j'en avais parlé, donc je vais devoir refaire un petit peu ça. Donc désolé, je fais une micro-parenthèse sur Blue Lock et Awashi, parce que voilà, j'ai eu un peu la flemme de faire une vidéo rien que pour ça. Awashi, déjà à la base, c'est pas un shonen de sport, c'est un seinen. Au Japon, c'est un seinen, et c'est un manga de sport sur le foot, très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, en tout cas pour le manga de sport traditionnel, c'est qu'on n'est pas sur un jeune qui connaît rien au sport ou qui débute un petit peu et qui va rentrer dans le club de son lycée et devenir le numéro 1 national avec un tournoi à la con japonais. Non, on est sur un mec qui veut rentrer dans le monde professionnel. Donc déjà, il y a une volonté un peu différente. Et c'est vraiment un manga de sport 100% sport. Voilà, il y a vraiment, je vais pas dire qu'il y a tous les clichés, mais voilà, on est vraiment sur l'ascension d'un jeune dans le monde du sport. Blue Lock, ça ne joue pas avec les codes du manga de sport, ça joue avec les codes du manga de Battle Royale. Clairement, ils sont 300, à la fin il en restera un, c'est un Battle Royale, c'est pas un manga de sport, c'est un Battle Royale qui joue avec les codes du sport. Voilà. Donc maintenant que j'ai dit ça, on parle du tome 10 de Blue Lock, qui pour moi va sûrement être le tome qui va clôturer l'animé s'il fait 24 épisodes, ou alors en tout cas, parce que vu comment il se termine, soit c'est ce tome-là, soit c'est le début du tome 11 qui clôturera la saison 1 s'il a fait 24 épisodes, parce que déjà c'est la fin du deuxième arc de Blue Lock, donc les combats où c'était 3, puis 4, puis 5, et pour une petite équipe de 5. Donc c'est le match entre l'équipe de Isagi face aux ses premiers adversaires, celui qui lui ont volé son pote Bachira, et donc petite, on va dire, vengeance, on va dire match retour, incroyable. Le passage où t'as Rin qui fait une sorte d'aura de stand avec un tigre d'éclairs, de brume derrière, c'était vraiment super beau. En termes de découpage de planches, Blue Lock, c'est irréprochable. Et très surpris par la fin. Donc là, je suis très curieux de voir le prochain arc, donc la prochaine phase du Blue Lock, et voir comment Isagi va se débrouiller dans cette situation. Parce qu'en tout cas, voilà, je suis vraiment très surpris. Je pensais vraiment pas que ça se finirait comme ça. Et vraiment curieux, j'ai hâte de lire le tome 11. No Longer Ranger, tome 3. Alors, avant de commencer, comme la dernière fois, on a une petite carte postale avec Miku en Ranger bleu. Voilà. La dernière fois, on avait eu Ichika et je sais plus comment elle s'appelle, Nino. Donc, chacune dans un Ranger. Et donc là, c'était encore un nouveau Ranger. No Longer Ranger, tome 3. Sympathique, mais c'est pas le meilleur tome. Je trouve que le tome 2 était beaucoup mieux. Ce tome 3 est sympathique. Alors, il y a un gros passage où il n'y a que de la baston qui est moins intéressant. C'est-à-dire que ça dure très longtemps. Je trouve qu'il s'étire un peu même la partie baston. Au tout début, la relation entre donc
notre héros qui a pris l'apparence de quelqu'un d'autre et le Ranger Rose était très intéressant. Et surtout, elle, sa vision de la justice en tant que Ranger. J'ai bien aimé, autant la deuxième partie où tu as les numéros 2 qui vont tabasser des péons qui ont pas encore de couleur. C'était très long. J'ai trouvé même que ça devenait un peu trop long à force. Mais voilà, en tout cas, No Longer Ranger, c'est sympathique, c'est bien. Mais voilà, c'est vrai que là, le tome 3 est un poil en dessous. On verra avec le tome 4. En tout cas, je continue parce que j'aime vraiment bien. Maintenant, c'est l'heure de Fortnite of the Apocalypse, le tome 6, qui est vraiment super bien. Là, je pense que si vous n'aimez pas Fortnite of the Apocalypse, vous pouvez arrêter la série. Donc, notre petit groupe de héros fait face à 4 chevaliers sacrés du royaume de Camelot. On sent qu'ils sont pas du tout au niveau. Et ils se font un petit peu aider par Sin, le renard, qui leur dit ouais fais ci, non te bats pas comme ça, bats-toi comme ça. Et donc il donne un petit conseil, il aide quelqu'un, etc. Et à chaque fois ça permet de renverser la baston. Les chevaliers se rendent compte et donc ils foncent sur Sin pour le défoncer. Et plot twist, Sin n'est pas un simple renard, c'était en fait le fils du renard de l'avarice. En fait Sin c'est Lancelot du Lac. Donc alors ceux qui savent pas, c'est que Lancelot du Lac, c'est le fils du roi Ban, dans la mythologie arthurienne, et donc le roi Ban, c'est Ban, donc le renard de l'avarice de Seven Deadly Sins, et en plus, de toute façon, il y avait eu un petit chapitre bonus qui est sorti il y a très très longtemps, uniquement scan, j'espère qu'il sera dans le prochain tome, où on découvrait un petit peu la relation entre Ban et son fils Lancelot, qui était encore très jeune, qui avait une coupe en plus dégueulasse, il était rasé les cheveux, il ressemblait à rien du tout, tout le monde le trouvait immonde sur internet. Et donc, petit combat où tu te rends compte que ouais, Lancelot est très très fort et limite Perceval il est pas du tout au niveau, donc à voir pour la suite parce que c'est un petit peu comme avoir fait venir Escanor dans le manga. J'ai l'impression qu'il est tellement costaud que maintenant il va falloir mettre des adversaires au niveau. Et il est quand même vraiment cool. Il y a un petit, voilà, il y a ce petit côté, on va dire, le rival ténébreux du héros, un petit peu comme était Sasuke pour Naruto, où tu sens que c'est le personnage beau gosse, un peu ténébreux qui va plaire à beaucoup de monde. En tout cas, il est vraiment cool. En plus, il se bat à l'arc, donc ça rappelle un des Cahiers d'Apocalypse qui se bat avec, enfin, qui est connu pour se battre avec des flèches. Je crois que c'est celui de la conquête, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, l'arrivée tout doucement mais sûrement des autres chevaliers, des autres chevaliers d'Apocalypse, parce que clairement Lancelot c'en est un, et ils vont au royaume de Fior, donc le royaume de Meliodas, donc potentiellement on va voir le fils de Meliodas, qui est potentiellement lui aussi un des Fortnite of the Apocalypse, donc ça veut dire qu'on va en avoir deux d'un coup qui vont arriver, ou peut-être qu'on aurait un arc sur le fait de le délivrer parce qu'il est emprisonné à droite à gauche, je ne sais pas. En tout cas, vivement le prochain tome, en tout cas, Fortnite of the Apocalypse, toujours aussi bien, moi j'adore. On l'avait pas mal attendu, le tome 21 de Dreamland, donc qui s'appelle Bibi, et donc au vu de la couverture, est surtout centré sur Savane. Alors, à la fin du bouquin, il y a un petit chapitre bonus où on voit en fait les premières pages du tome 1 remasterisé, parce que je crois que c'est la troisième fois que Renaud, enfin c'est la deuxième fois que Renaud, le maire, refait le tome 1. Il y avait le tome 1 de base, il y avait une version 2 où il avait juste refait les trames, et là il refait une version 3 où là cette fois il redessine tout, et à la fin ils expliquent que oui, il y a plusieurs tomes qui vont être redessinés, il y a certains tomes qui vont juste être un petit modification graphique, et en fait les 20 tomes vont repasser à la moulinette. Ça me gêne un peu. Je peux comprendre qu'un auteur a envie d'avoir enfin, un auteur ou un réalisateur veut avoir une version parfaite de ses ouvrages, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que ça fait pas avancer le reste de l'intrigue, ce qui fait qu'il est tellement à fond sur le fait de peut-être corriger les erreurs du passé, que, chaque tome, on a l'impression de l'attendre à chaque fois, et ça commence à devenir peut-être un peu pénible. Alors moi, clairement, je vais pas réacheter une deuxième fois, enfin une troisième fois, le tome 1, même si j'avoue que les pages font envie. J'aime bien quand même les premiers tomes de Dreamland parce que j'ai grandi avec. Donc même si ça les corrige, ça les rend encore plus beaux pour un nouveau public. Moi, ce qui me fait chier, c'est d'à chaque fois d'attendre des années entières entre chaque tome, parce que je sais pas quand est-ce qu'est sorti le tome 20, mais ça fait quand même pas mal de temps. Alors, heureusement, celui-ci lance une nouvelle intrigue, ce qui fait que j'ai pas besoin d'avoir tout en tête pour l'apprécier. Donc maintenant que ce que j'en ai pensé de ce tome-là, parce que là c'était juste un petit coup de gueule sur, sur Renaud et sur le fait qu'il refasse encore un tome 1 et qu'il prend du temps en fait sur la côté et pas sur l'œuvre de base. Donc un tome, comme j'ai dit, centré sur Savane, où il va affronter un nouveau poisson
maléfique, un des 12 chevaliers du zodiaque. Donc cette fois, c'est le Sagittaire, qui est un espadon qui peut tuer quelqu'un en un coup, parce que c'est une flèche, etc. Et donc on découvre que Bibi est un poisson maudit, on le savait plus ou moins, c'était plus ou moins sous-entendu. Donc c'est le bélier qui a le pouvoir de ramener les gens à la vie, enfin en tout cas ramener le Fishmaker à la vie, de pas qu'il meure pendant un combat. Donc ce qui fait que Savan c'est pour ça que Savan a tout le temps survécu à plein de combats, c'est grâce à Bibi, donc ça l'énerve un petit peu, et donc il veut réaffronter un petit peu tous ses adversaires de manière legit. Et en même temps, on a tout un flashback sur Savan et Bibi, comment ils se sont croisés, comment Savan a eu la phobie des poissons, comment il a croisé Bibi une première fois, comment il est mort une première fois dans Dreamland, et comment il est redevenu un voyageur, et cette fois, le Fishmaker. Tout ça en croisant plein de personnages, notamment il a croisé Attila, enfin, il a vu Attila, mais il n'a jamais croisé Attila, ils ne se sont pas checkés ou quoi que ce soit. Il a croisé Léon Messi et d'autres personnages. C'était vraiment cool. Et vivement la suite. Alors surtout que là, ce tome, il y a aussi toute une histoire autour de la famille. Donc il y a une sorte d'organisation mafieuse de Dreamland qui mélange créatures des rêves, seigneurs cauchemars et des voyageurs, qui va sûrement être l'arc actuel, enfin le prochain arc, post-21, de Dreamland, où on va sûrement avoir un affrontement entre les voyageurs de la famille et les voyageurs du bien. On sent quand même une grosse tension entre le Seigneur du Soleil, et donc tous ces voyageurs, on va dire, gentils, et Savan et sa bande, enfin, Savan et sa bande, la famille. Donc vivement les prochains tomes, parce que là, je sens que ça va un petit peu dépoter, qu'il va y avoir de la grosse baston. En tout cas, voilà, Dreamland, c'est toujours aussi bien, j'adore autant, mais c'est vrai que j'espère qu'on va pas attendre 2 ans de plus pour le tome 22. Maintenant, on parle de Fairy Tail, l'édition intégrale de ces Hachette, le tome 25. Donc on est en plein dans l'arc de Tartaros. Alors, on est encore un petit peu dans ce qu'on pourrait être l'introduction. Enfin, l'introduction, le début de l'arc, parce que, on va dire, le début, c'est encore... les filles se sont fait enlever, il faut aller les chercher, et on va dire à la moitié du tome, quand il y a tout Fairy Tail qui envahit la base de Tartaros, donc qui est un gros cube géant, on va dire, on est vraiment dans le dur de l'arc. Là, ça va être la grosse bagarre entre toute la guilde de Fairy Tail face aux 9 portes de Tartaros, avec pas mal de combats. Il y a une page qui est oufissime où t'as Erza qui se transforme en chevalier, qui a une lance et qui transperce la base. C'était vraiment super cool. Le passage où t'as Mira Jane qui est en train de se faire transformer en démon, et qu'il fait « Ah, t'as vu, hein, t'as de l'ADN de démon, tu vas devenir un démon moche », il a dit « Non mais moi, j'ai déjà de l'ADN de démon en moi, là tu viens juste de me régénérer », et elle dégomme les mecs autour d'elle, vraiment cool. Et en couverture, on a Wendy en mode Dragon Slayer éveillé. Vraiment cool ce passage-là où elle s'éveille à ses pouvoirs de Dragon Slayer du ciel. Incroyable, vraiment super bien. Vivement la suite, que j'ai reçu, mais j'en parlerai dans 2 semaines. En tout cas, la Tartaros commence très très bien et j'ai hâte de lire la suite. Et on finit avec une bande dessinée, c'est le 2e tome des Futurs de Liu Cixin, Pour que respire le désert. Œuvre de science-fiction où en fait la Terre est plus ou moins... c'est un désert, voilà, de toute façon, vu le titre. Et en fait, on a une fille qui a tout un délire autour des bulles, et qui veut essayer, on va dire, de faire fleurir le désert. Et donc, il y a tout un délire autour des bulles que sa mère lui avait donné, on va dire, qui la suivent toute sa vie, même quand elle grandit, il y a tout un délire avec les bulles. Et donc, il y a tout un propos très écologique. Mais, je sais pas que j'ai rien à foutre de l'écologie, mais c'est vrai que ce tome-là, je l'ai trouvé... Alors, en plus, il est beaucoup plus court que le précédent, qui faisait 130 pages. Celui-ci en fait 60. Je suis moins rentré dans le délire. Clairement, le délire avec les bulles de savon gigantesques pour faire des dômes, et qui a fait une expérience, et qu'en fait la bulle de savon va résister 4-5 jours, sauf qu'il y a des gens en dessous, et qui vont crever de chaleur parce que l'oxygène ne rentre pas, et que la chaleur ne fait que monter. C'est sympa, mais c'est vrai que c'est extrêmement long, il y a pas mal de passages qui tirent un peu en longueur, et j'ai un peu moins aimé que le tome 2, enfin que le tome 1, et en plus, il y a très longtemps, j'avais acheté le tome 3 parce qu'on m'a dit que c'était le meilleur des 3 premiers. Et c'est vrai que, alors je l'ai pas relu le tome 3, je vais le relire pour la prochaine vidéo. J'ai des souvenirs du tome 3 qui étaient vraiment très très bien. Et je pense que mon prochain lecture ne fera que confirmer mes souvenirs. Mais c'est vrai que, pour l'instant, sur les 3 premiers que j'ai lus, et enfin dire le 3e que j'ai lu il y a très longtemps, c'est peut-être le plus faible des 3 titres. Mais on verra par la suite en tout cas. C'est sympathique, mais c'est vrai que si vous voulez découvrir cette série de BD, c'est pas celui que je recommande le plus, pour l'instant. Sachant qu'en plus, chaque BD est indépendante, vous n'êtes pas obligé de tout lire dans l'ordre. Là, celui-ci, c'est vraiment, pour l'instant, celui que je trouve le plus maillon faible. Donc voilà, c'était mes lectures, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, pensez à mettre un commentaire, pensez à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, il y a un lien vers tous mes réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!